En tant que spécialiste en images et relations publiques, il y a 5 grosses erreurs de relations publiques que j'ai dénotées qui ont été commises dans cette grosse mascarade. Et donc, je vous les présente, on les décrypte ensemble pour que éventuellement, si vous préparez ce type de coup, si vous planifiez ce type de cinéma, vous sachiez comment mieux vous préparer pour ne pas tomber dans ce type de piège. C'est parti. La toute première erreur qu'elle a commise a été d'utiliser l'image de l'homme sans son accord. Une faute juridique et stratégique majeure. Pourquoi est-ce que cela est grave? Tout simplement parce que ici, il s'agit d'une violation d'image. Elle utilise l'image de cet homme, une personnalité publique, sur la couverture de son livre sans son accord, je présume. En plus, cela ne présente plus ce livre comme un témoignage, mais plutôt comme une attaque frontale, une attaque ciblée. Elle aurait pu éviter cela tout simplement en floutant les images, en symbolisant la narration, créant ce mystère qui suscite la curiosité de son public, qui pousse chacun à vouloir découvrir qui c'est. Voilà pourquoi il est toujours important de faire appel à un spécialiste en relations publiques quand on tente un coup aussi médiatique. La deuxième erreur a été le sabotage public qui s'est transformé en auto-sabotage. Pourquoi est-ce une erreur grave? Tout simplement parce qu'elle perd toute autorité morale face à la lecture du public. C'est au moment où la relation a commencé à vaciller, au moment où elle sent qu'elle est en train de perdre la partie, qu'elle a commencé à faire du tapage. Elle parle de traumatisme, elle porte plainte pour obtenir justice, pour avoir un dédommagement. De vous à moi, aucune somme, aucune compensation ne peut absolument pas guérir une personne réellement traumatisée. Ce n'est même pas une option à laquelle une personne logique peut penser quand elle sent vraiment que sa dignité a été écrasée. Ou peut-être est-ce pour exercer une pression ou pour retenir le monsieur qui était en train de lui échapper. En tout cas, ça n'a pas pris. Retenez ceci, une personne en général et une personnalité publique en particulier ne doit jamais chercher à salir directement l'image d'une autre, car elle finit toujours par s'en prendre pleinement en face. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas précis. Ça n'a pas pris. Et quand la plainte n'a pas abouti, quand le levier juridique a échoué, alors elle a entamé la deuxième phase de ce que moi j'appellerais chantage. Elle a commencé la victimisation, le récit héroïque et bim, le livre. En toute honnêteté, elle aurait pu gérer tout cela en privé, suivre une thérapie pour essayer de guérir si tant est qu'elle a vraiment été traumatisée. Un silence stratégique lui aurait été bien plus utile dans ce cas. Ensuite, mettre en place une stratégie de communication indirecte, jamais de façon frontale, une confession subtile pour essayer de se faire entendre, pour essayer de faire comprendre son cri de cœur, de montrer qu'elle a vraiment été blessée, qu'elle a subi un traumatisme, qu'elle a été manipulée. Et je crois que si elle avait procédé de la sorte, c'est le public qui aurait porté son cri de cœur. C'est le public qui aurait fait son palabre, comme on dit souvent. Sa troisième erreur a été de brandir le terme pervers narcissique pour tenter de discréditer son présumé bourreau. Je dis présumé puisque jusque-là, rien n'est clair. C'est irresponsable. C'est totalement irresponsable. Et pourquoi est-ce que c'est une erreur grave? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une tentative de destruction de réputation, un positionnement agressif et malveillant. Soyons clairs, je ne défends en aucun cas l'homme. Il mérite sans doute ce qui lui arrive, il mérite cette humiliation publique puisqu'il n'a pas respecté son image, il n'a pas respecté sa femme, mais surtout il n'a pas respecté sa famille. Toutefois, accuser publiquement quelqu'un d'être un pervers narcissique sans diagnostic médical, sans décision de justice, c'est une accusation lourde, c'est de la diffamation potentielle. Appelons les choses par leur nom. Pervers narcissique, ce n'est pas une insulte populaire. C'est un terme clinique, un terme médical qui désigne un trouble pathologique précis. Le plus pathétique dans tout cela, ce n'est pas son histoire personnelle, mais plutôt l'impact collectif que cela pourrait avoir. À force de transformer une rupture en combat féministe, à force d'utiliser des termes médicaux comme arme,
À force de chercher à monétiser sa victimisation, elle détruit la crédibilité des femmes qui souffrent vraiment de violences psychologiques, celles-là qui se retrouvent encore sous le joug des pervers narcissiques. Demain, quand une vraie victime viendra parler de ce qu'elle traverse, on doutera, on soupçonnera une mise en scène, on relativisera, on dira, de toute façon, il y a une qui a déjà tenté le coup, qu'est-ce qui prouve que celle-là ne fait pas de même? Et ça, c'est très grave. La quatrième erreur qu'elle a commise est de se présenter en victime totale. Le public n'est pas dupe, en tout cas pour une partie, donc il détecte l'incohérence. Ce qui a aggravé son cas ici est qu'elle était l'actrice principale de la situation. Elle n'a pas été forcée à entretenir une relation avec le monsieur. Peut-être qu'elle a été maraboutée, qui sait, ou pas, mais je doute que ce soit le cas. Du coup, elle agissait en pleine conscience. Et pire, c'était une chantre. Donc, c'est quelqu'un qui était très ancré dans la vie chrétienne, dans la vie religieuse. Alors, elle avait toutes les notions de bien et de mal, en tout cas pour une bonne partie. Elle savait ce qui était bien, ce qui était mal dans ce cas précis. Mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché d'avancer. Et sur le volet professionnel, elle connaissait son statut. Elle connaissait le statut du monsieur et le statut matrimonial du monsieur. Ça ne l'a pas dérangée. Elle s'est dit, pourquoi pas, je serai deuxième femme. Alors, roule ma poule, elle y est allée. Et quand les choses ont commencé à tourner au vinaigre, elle a commencé à retourner la situation. Elle se déresponsabilise de ses propres actions et de ses décisions. Ce n'est pas une tentation du diable comme elle a voulu le faire entendre, mais plutôt une tentative d'avoir un gain. On n'arrive pas là où elle se trouve en se comportant comme une personne dépourvue d'une partie de ses capacités mentales. Une personne qui va jusqu'à enregistrer un appel vidéo, même un appel simple. Une personne qui va jusqu'à enregistrer un appel a une idée derrière la tête. Il y a déjà une préméditation. De par la vidéo qui a fuité, moi je dis une collecte de preuves potentiellement compromettantes pour le monsieur. Elle avait déjà préparé son coup. Elle savait très bien ce qu'elle préparait. Elle voulait tirer sa révérence avec une bonne partie. Elle voulait le beurre et l'argent du beurre. Et puisque ça n'a pas marché, comme son plan est tombé à l'eau, alors elle s'est présentée comme victime. Est-elle vraiment aussi naïve pour n'être qu'une victime ou est-elle tout aussi manipulatrice que l'autre jusqu'elle est tombée sur un manipulateur d'un cran élevé? Question. Elle a pris ses décisions de façon consciente. La preuve est qu'elle a sorti un livre en un temps record pour se refaire une virginité morale après avoir accepté l'inacceptable. Ça, ce n'est pas du courage, c'est du business. Ce n'est pas une dignité bafouée, c'est un ego de femme blessée. Elle aurait pu éviter tout ce cinéma tout simplement en reconnaissant sa part de responsabilité avec humilité avant de procéder à l'accusation. Et pour finir, la cinquième erreur qui a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été de mélanger un combat moral et un appât de gain financier. Ça, c'est une erreur fatale, tout simplement parce qu'un combat qui se veut moral devient immédiatement suspect lorsque l'argent entre en jeu. Dans le cas présent, son chantage n'a pas fonctionné tel qu'elle espérait et ses actions qui ont suivi ont dévoilé une intention qui peut discréditer la véracité de tous ses propos. Les ressorts de sa démarche sont assez clairs et limpides. Tout d'abord, elle a cherché à transformer son appât du gain en victimisation. Ensuite, elle a exposé un opportunisme scandaleux tout en cherchant à capitaliser sur la vague du féminisme à des fins personnelles. Et pour finir, elle a fait preuve d'un manque de lucidité stratégiquement saisissant au point de croire que l'opinion publique serait suffisamment dupe pour avaler tout ce qu'elle balancerait. Elle a choisi de fermer les yeux uniquement lorsque cela l'arrangeait. Pendant qu'elle parle de dignité bafouée, des questions s'imposent. Où était sa dignité quand elle couchait avec un homme marié étant un membre actif d'une église? Où était sa dignité quand elle se faisait avorter en tant que chantre? Où était sa dignité quand elle demandait un remboursement, un dédommagement de plusieurs millions? Alors, mes chers, dites-moi, peut-on coter sa dignité? Si oui, quelle est la vôtre? 50 millions?
500 millions ou 1 milliard. Quand des personnalités publiques instrumentalisent leur intimité, elles ne libèrent pas la parole. Elles ne libèrent pas les femmes qui souffrent. Elles brouillent juste les combats. Elles affaiblissent les causes et pire, elles trahissent celles-là qui souffrent véritablement sous le joug des pervers narcissiques. En résumé, la vraie dignité ne se décrète pas après coup. La vraie dignité n'a pas de prix. La vraie dignité se construit dans les choix difficiles, dans les renoncements, dans la cohérence entre ce que l'on prêche, ce que l'on vit et l'image que l'on renvoie.